On sait que le nombre de déplacés environnementaux déjà important va continuer à croître dans les années à venir. Euh, Pourtant, contrairement aux réfugiés, aucun statut international n'existe pour régir la situation et protéger ces personnes. Le droit d'asile est largement inadéquat pour au moins 4 raisons. D'abord, la migration environnementale relève du désastre, mais pas de la persécution euh, volontaire par un auteur identifié. Le droit d'asile n'a pas été conçu pour protéger contre la violation du droit à la santé, du droit à l'eau, du droit à l'alimentation, mais plutôt contre les atteintes au droit à la liberté, à l'intégrité physique. Et dès lors, le concept de persécution écologique ou économique n'est pas prêt d'être juridiquement consacré. Ensuite, aucun motif environnemental ne rend éligible à une protection internationale. Certains cas individuels pourraient relever de la Convention de Genève ou des traitements inhumains et dégradants de la protection subsidiaire. Mais ça ne peut rester que marginal. Une porte a été entrouverte par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en janvier 2020 dans l'affaire Ioane Petioa, qui permet de considérer que le refoulement vers une destination environnementalement dangereuse constituerait une violation du droit à la vie. Mais le seuil exigé, celui d'un risque imminent d'une violation arbitraire est si élevé qu'il mène à attendre que la situation soit désespérée et que l'État soit en situation de carence fautive. En l'espèce, ça n'était pas le cas du Kiribati, selon le comité, alors même que c'est l'État le plus menacé au monde de disparition. Par ailleurs, troisième raison, l'approche individualisante du droit d'asile est un obstacle. Elle procède au cas par cas, là où une approche globale, réfléchissant à une solution pour des groupes entiers, serait utile. On connaît bien le problème avec la protection subsidiaire petit c pour les civils fuyant les conflits armés. Elle pourrait se prêter à une telle approche de groupe. La violence armée est aveugle de la même façon que la montée des eaux. Pourtant, on continue à exiger du demandeur d'asile, syrien ou somalien, qu'il démontre des craintes liées à sa situation personnelle et non pas à une situation générale. Enfin, on peut ajouter à tout cela que les déplacés environnementaux franchissent rarement les frontières, une majorité d'entre eux étant des déplacés internes. Dès lors, le cœur même de la Convention de Genève, l'exigence d'un franchissement des frontières et la protection contre le refoulement en devient inapplicable. Peut-on alors imaginer un droit du déplacement environnemental qui serait détaché du droit d'asile ? En réalité, il existe déjà partiellement, grâce à un processus convergent d'humanisation du droit de l'environnement et de verdissement du droit international des droits de l'homme. D'un côté, le droit de l'environnement est essentiel du fait de son approche globale, d'une coopération interétatique indispensable entre pays d'accueil et pays d'origine, entre États du Nord et États du Sud. De l'autre côté, le cadre du droit international des droits de l'homme est certainement moins utile du fait de son individualisation et de sa logique qui oppose un individu à son État. Mais il présente quand même 3 intérêts dans le contexte actuel. D'abord, la justiciabilité d'un droit à l'environnement progresse et met en lumière les notions de justice climatique et de préjudice écologique. Ensuite, il permet de rappeler que les déplacés environnementaux restent bénéficiaires, où qu'ils soient, des droits fondamentaux nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux. Enfin, il est le cadre qui a permis aux organes onusiens et à l'Union africaine d'élaborer un vrai régime juridique sur les déplacés internes, fort utile actuellement. Aujourd'hui, 2 instruments posent le cadre universel pour les déplacés environnementaux. D'une part, l'agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de changements climatiques, lancé en 2015, c'est l'initiative Nansen, et d'autre part, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en 2018 dans le contexte onusien. Mais ces 2 outils sont non contraignants. Alors faut-il un traité international universel ? Il pourrait être utile, notamment pour centraliser des processus normatifs un peu éclatés, pour harmoniser un régime juridique incluant prévention des causes, responsabilité partagée des États et protection des personnes. Il pourrait servir aussi à formaliser les engagements des États et à les traduire dans les ordres juridiques internes. Cependant, même si des initiatives doctrinales existent, cette perspective est peu crédible
Et le processus conventionnel est très long, trop long pour des déplacés climatiques qui ne peuvent pas attendre.